bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont dans la salle avec nous et puis à vous qui vous êtes connectés, qui nous avez rejoints. Donc merci de nous consacrer un petit peu de temps pour ce traditionnel bilan gaz de l'année écoulée, donc de l'année 2021. Donc on va en fait regarder deux grandes parties. On va regarder, je dirais, le monde du gaz naturel, pour commencer, dans cette première partie, et puis ensuite on ira sur le monde des nouveaux gaz et l'actualité de 2021 de ces nouveaux gaz, ce qui s'est passé. Voilà, donc on commence tout de suite par le gaz naturel, avec le bilan des consommations, des flux, et puis quelques éléments sur les marchés. Alors, la consommation de gaz en France est en hausse par rapport à l'année dernière de 6% à 474 TWh. Cela cache, entre guillemets, trois grands segments et au fond, la source principale de l'augmentation est d'origine climatique. On le verra dans le détail tout à l'heure. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, nous étions en baisse essentiellement pour des raisons climatiques, en fait. Et donc cette année, pour les mêmes raisons, nous sommes plutôt en hausse. Donc vous voyez que pour les distributions publiques, il s'agit d'une augmentation de 12% de la consommation brute, que pour les grands clients industriels connectés directement au réseau de transport, l'évolution de la consommation est nulle. On verra dans le détail ce que ça cache comme tendance. Et on observe une baisse de 10% du gaz utilisé pour la production d'électricité centralisée. Là aussi, on va voir dans le détail ce que cela cache. Voilà. Mais là, le message, c'est hausse de 6% par rapport à l'année dernière, essentiellement pour des raisons climatiques. Donc si on regarde le premier segment, on est donc effectivement essentiellement sur l'effet climat. Donc il faut avoir en tête que l'année 2021 est une année froide en France, ce qui est un peu contre-intuitif puisqu'on a entendu que c'était dans le monde, les 7 dernières années étaient les plus chaudes jamais enregistrées, mais en France on a une tendance un petit peu inverse, donc on a une année plutôt froide par rapport à la moyenne, et qui fait suite à une année exceptionnellement chaude, puisque 2020 était l'année la plus chaude, pour le coup, jamais enregistrée en France. Et donc évidemment, la comparaison entre une année extrêmement chaude et une année plutôt froide, ça donne cette augmentation de la consommation des usages sur les distributions publiques, notamment des usages thermiques, le chauffage en particulier. Donc c'est ce qu'on voit sur la courbe de droite, puisque sur la courbe de droite, la courbe pleine, c'est la consommation brute. Donc on voit qu'effectivement, elle se redresse entre 20 et 21, avec cette tendance de 12%. Et puis on a représenté la tendance moyenne sur 10 ans. Et vous voyez que cette tendance moyenne, donc sur les distributions publiques, est en baisse moyenne de l'ordre de 1% par an. On aurait pu représenter aussi, on ne l'a pas fait pour ne pas charger le graphique, la consommation corrigée du climat sur les distributions publiques. Et on est également sur la même baisse tendancielle de l'ordre de 1% par an. Voilà pour les distributions publiques. Ensuite, on vient donc aux grands industriels. Donc là, on est sur les grands industriels connectés au réseau de GRT Gaz. Et on voit deux choses. D'abord, on voit en bleu, la plupart des secteurs industriels ont connu en 2021 une reprise par rapport à l'année 2020. Donc ça, c'est essentiellement un effet économique et une reprise due à la crise Covid, sauf le chauffage urbain qui, lui, est plutôt sensible aux températures. Donc là, évidemment, le chauffage urbain, c'est plutôt l'effet climatique. Mais l'ensemble de ces hausses ne se voit pas, puisque, comme je le disais, on est quasiment resté au niveau de l'année 2020. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, un secteur, raffinage pétrochimie, est en baisse assez significative sur des consommations importantes. Et donc, cette baisse efface en réalité la hausse de l'ensemble des autres secteurs. Voilà pour la partie client industriel. Je ne sais pas d'ailleurs, s'il y a des questions au fur et à mesure, il faut me le dire, ça sera peut-être plus vivant, plutôt que de les garder tout à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou dans la salle. Et s'il y a des questions d'éclaircissement ou de complément par rapport à ce que je dis, je peux être interrompu, ça sera plus vivant.
Voilà, donc ça c'est pour les clients industriels. Troisième grand segment, la consommation de gaz pour la production d'électricité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une baisse par rapport à l'année précédente de l'ordre de 10%, 9,7% exactement. Et cette baisse sur l'année cache des tendances différentes selon la saison, puisque on observe une moindre sollicitation, même assez faible sollicitation des centrales à gaz pendant l'été, dû à une bonne disponibilité du parc de production électrique sur d'autres moyens et aussi probablement un effet prix. On commençait à avoir des prix du gaz un peu élevés. Oui. Excusez-moi, nous avons une question. Oui. Alors, c'est Aurélie Barbeau de Oui. l'usine Nouvelle qui nous demande pourquoi la baisse de la consommation en pétrochimie. Alors, j'attendais la question, merci. Merci Aurélie, que je profite pour saluer. Cette baisse, elle s'explique probablement par la conjonction de deux phénomènes. D'abord, un effet lié à la crise Covid, mais décalé du fait qu'en 2020, malgré la forte chute de la consommation liée au transport, les raffineurs ont continué un peu à produire et stocker en fait leur production, et que donc en 2021, ils ont été plutôt dans une position de déstocker et donc de baisse de la production, dans un contexte où quand même la consommation n'est pas quand même non plus extrêmement dynamique, puisque la crise Covid s'est prolongée en 2021. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a un certain nombre de sites qui sont en travaux, notamment parce qu'il y a des opérations de transformation de ces sites de raffinage, et qui donc contribuent quelque part à suspendre la consommation et à baisser la consommation. Voilà. Donc, si je reviens à la production d'électricité, je le disais, moindre sollicitation, moins 30%, donc c'est très significatif, pendant l'été. Et à l'inverse, on observe une plus forte sollicitation pendant les mois d'hiver. Alors, quand je dis les mois d'hiver, c'est à la fois janvier, février, mars 2021, mais c'est aussi novembre, décembre 2021. Donc, c'est les deux hivers, celui dans lequel nous sommes et le précédent, pour lequel, effectivement, les centrales ont été plus sollicitées. Alors, plus sollicitées, mais que de l'ordre de 5% de la consommation, parce que déjà, les hivers précédents, elles étaient beaucoup sollicitées en hiver pour aider le système électrique à passer les pointes. Autre élément notable également à signaler en matière de production d'électricité centralisée à partir de gaz, c'est la mise en service d'une nouvelle centrale à gaz à Landivisiau. Donc cette centrale a été raccordée à notre réseau au mois de juin dernier, juin 2021. Pour qu'elle puisse fonctionner sans contrainte à plein régime, nous avions besoin également de renforcer le réseau de la Bretagne Sud, à la fois pour ce besoin de la centrale, mais aussi pour d'autres besoins de renforcement des distributions publiques en Bretagne. Ce que nous avons fait, puisque le renforcement a été mis en service le 17 décembre dernier, et donc effectivement la centrale aujourd'hui peut participer à l'équilibre du système électrique dès le premier trimestre 2022, ce qui est bien utile compte tenu de la situation du parc français. Voilà. Je poursuis. Je vais maintenant parler des prix, évidemment, des prix du gaz, puisque c'est un des éléments évidemment forts, notables de l'année 2021. Donc la courbe du haut, je crois, parle pour elle-même. C'est la courbe du prix du gaz entre janvier 2021 et janvier 2022. Donc vous voyez évidemment cette très forte hausse des prix du gaz, même si on est un petit peu redescendu par rapport au pic que nous avons observé à la fin de l'année 2021. Bon, cette hausse, vous le savez, elle est due à une conjonction de phénomènes, un effet de reprise dans pas mal de pays dans le monde, et notamment en Chine, mais aussi des problèmes du côté de la production, avec un certain nombre de sites de production, notamment GNL, qui ont connu quelques difficultés de production et donc qui ont un peu tari la production, enfin les quantités de gaz disponibles sur le marché. Et puis bien sûr, les moindres volumes livrés par la Russie depuis cet été, et qui donc tous ces phénomènes conjugués ont contribué à faire flamber les prix sur le marché du gaz. Donc vous voyez, en moyenne, si on compare 2020 à 2021,
En 2020, on avait une année où les prix étaient historiquement bas. Hein. On avait touché les 3 euros du mégawattheure à certains moments. En moyenne, nous étions à 9 euros du mégawattheure sur les marchés de gros en France en 2020. Et en moyenne, en 2021, on a observé 46 euros du mégawattheure. Donc une augmentation évidemment extrêmement importante. L'autre fait notable, c'est la confirmation que le marché français est plutôt moins cher que d'autres marchés européens, et notamment le marché européen de référence qui est le TTF hollandais. Alors attention aux effets d'échelle, donc ça c'est la courbe du bas, la courbe violette qui est en bas. L'échelle de cette courbe, c'est sur la partie droite, donc on est entre 0 et 3 euros du mégawattheure, donc c'est évidemment pas la même échelle que la courbe du haut, mais néanmoins vous voyez qu'en moyenne toute l'année, le prix du marché français est légèrement inférieur au prix du marché européen, du marché du TTF, y compris avec cette pointe qu'on observe à la fin de l'automne, qui s'explique par le fait que à la fin de l'automne, il y a un certain nombre de pays qui se sont aperçus que les stockages étaient peu remplis, et donc il y a eu une tension sur les prix pour remplir au maximum ces stockages avant la fin de la saison de remplissage, ce qui n'était pas le cas en France, puisque du fait de la réglementation qui existe en France, les stockages ont été remplis régulièrement pendant la saison d'injection, pendant tout l'été, et donc du coup les prix étaient plus élevés sur les autres places voisines par rapport à la France, dans la mesure où il n'y avait pas cette tension particulière. Le prix français, c'est la courbe bleue. Alors, le prix français, c'est la courbe bleue, et le prix le prix français, c'est la courbe orange, mais on ne la voit pas, parce qu'elle est superposée avec la courbe bleue, qui est la courbe du TTF. Donc on peut aussi dire que la courbe violette, c'est la différence entre les deux courbes. C'est-à-dire que là, on aperçoit vers octobre 2021, on l'aperçoit la courbe orange. Elle est cachée, mais on voit qu'elle est un petit peu en dessous. Et donc, quand on zoome l'écart de prix entre les deux courbes, ça donne la courbe violette avec une échelle différente. Hein. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention là-dessus. Mais donc, on sait que les prix sont très alignés entre le prix France et toutes les places de marché en Europe ont des prix très alignés. Notamment la France est très proche du prix du TTF. Mais le orange, là il faut avoir de bons yeux, est légèrement en dessous de la courbe bleue. Et on ne le voit réellement du coup que dans cette... puisqu'on est sur 0,45 euros du mégawattheure d'écart. Hein. Alors évidemment, par rapport à des 80 euros, ça se voit à peine sur le graphique, d'où le petit schéma du bas qui permet de zoomer cet écart de courbe. Si c'est clair. Si c'est clair, je poursuis. Alors, sur les prix, il y a également quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. On a beaucoup entendu, on entend beaucoup dire, et ce n'est pas complètement inexact évidemment, le prix de l'électricité est très élevé actuellement en Europe et notamment en France du fait des fortes augmentations des prix du gaz. C'est globalement juste, hein, bien sûr. Mais néanmoins, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas toujours le cas et qu'il y a même des cas où c'est même carrément faux. C'est l'objet du schéma que vous voyez ici. Alors, j'explique de quoi il s'agit. Là, on a représenté la moyenne des prix observés sur les marchés en France et en Allemagne, gaz et électricité, donc observés entre le 11 décembre et le 24 décembre, donc au milieu du mois de décembre de l'année dernière. Donc les prix affichés pour une livraison en janvier 2022. Voilà. Alors, la première barre en bleu et orange, c'est combien ça me coûte en prix marginal de produire de l'électricité avec du gaz dans une centrale à gaz, avec le prix observé, donc toujours sur cette période-là de décembre, pour livraison en janvier. Donc combien ça va me coûter? Donc j'empile le prix du gaz et le prix du CO2, puisque évidemment si je fais fonctionner ma centrale à gaz, je dois aussi payer les crédits de CO2. Vous voyez qu'on est à des moments assez élevé hein, du prix du gaz dans la période qui est choisie ici. Et vous voyez que donc globalement, grosso modo, on est aux environs de 320 euros du mégawattheure. Ça, c'est le coût marginal de production d'une centrale à gaz. Sur la deuxième barre, on a représenté
le prix de l'électricité sur le marché allemand sur la même période. On voit qu'on est à peu près pareil. Et c'est normal. Là, on peut dire effectivement le prix du gaz influence le prix de l'électricité. Mais on a représenté, toujours sur la même période, le prix de l'électricité sur le marché français. Et vous voyez qu'il y a un écart, et l'écart est quand même assez significatif, puisqu'on est à 200 € de plus du mégawattheure, 200 € de plus du mégawattheure. C'est pas le double, mais c'est quand même pas loin. Bon. Et donc, là, ce que montre ce graphique, c'est que sur la période considérée, le prix de l'électricité observé en France n'est pas corrélé au prix du gaz. Alors, et qu'en fait, c'est d'autres facteurs qui expliquent ce prix de l'électricité, et ces autres facteurs, on les connaît, c'est la situation de tension sur le parc de production français. Et donc voilà, donc, contrairement à l'idée reçue, alors encore une fois, ça n'est vrai que sur certaines périodes, hein, c'est vrai sur cette période de décembre, on a le même graphique qu'on aurait pu vous montrer en janvier 2021 pour livraison en janvier 2022, pardon, en janvier 2022 pour livraison en février 2022, on observe le même phénomène sur une quinzaine de jours. Mais voilà, il y a des moments où, en fait, le prix de l'électricité en France est plus élevé qu'en Allemagne, nettement plus, et il l'est toujours en ce moment, hein, d'ailleurs. Et cet écart n'a aucun rapport avec le prix du gaz, il est lié à d'autres phénomènes qui sont liés au reste du parc de production d'électricité. Voilà, je continue. On va s'intéresser maintenant au flux, et on va regarder un petit peu alors, les grands segments, et donc notamment sur les interconnexions, les grands outils gaziers. Donc d'abord les interconnexions. Et là, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé en 2021 parce qu'on a été dans une configuration relativement, enfin même assez inhabituelle. On observe en fait en 2021 des moindres transits de la France vers l'Espagne et vers la Suisse et l'Italie. Alors ces moindres transits s'expliquent pour deux raisons. En Espagne, en fait, l'Espagne a importé davantage, d'une manière significative, on parle de 54 TWh, davantage de gaz algérien, pour des raisons de prix. Le gaz algérien est indexé pétrole, et compte tenu de l'augmentation relative du prix du gaz et du prix du pétrole, finalement le gaz algérien est devenu plus intéressant, et donc il y a eu plus de gaz algérien qui est arrivé en Espagne. Et donc moins besoin de descendre du gaz depuis le nord de l'Europe. Côté Suisse et Italie, c'est l'ouverture de la nouvelle route Trans-Adriatic Pipeline, donc le pipeline qui arrive depuis l'Azerbaïdjan et qui est connecté au réseau italien dans le sud de la botte italienne. C'est donc cette nouvelle arrivée de gaz qui a contribué à diminuer les besoins de gaz, pareil, arrivant du nord de l'Europe et descendant vers l'Italie. Donc ça a fait que du coup, il y a eu besoin d'un peu moins de GNL qui est arrivé en France, puisque une partie de ce GNL contribue aussi à ces transits à travers le pays pour ces livraisons vers la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Et alors, ce qui est également intéressant, c'est que dans ce contexte, et c'est ce qu'on représente sur les grosses flèches bleues, dans ce contexte, nous avons aussi observé des records dans les flux dans le sens contraire au sens habituel. Alors, le sens habituel, en général, le gaz arrive du nord de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. Ce sont les flèches roses. Et dans le sens habituel, le gaz sort vers la Suisse, toujours les flèches roses, et sort vers l'Espagne. Donc, dans ces éléments, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de baisses, notamment un peu une baisse des flux vers l'Espagne, une baisse significative des flux vers la Suisse et l'Italie, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais on voit aussi qu'il y a une augmentation assez significative des flux dans l'autre sens, donc des flux entrant depuis l'Espagne et entrant depuis la Suisse, et aussi d'ailleurs sortant vers la Belgique et sortant vers l'Allemagne. Et on a même battu des records, record en 2021 avec 35 gigawattheures en moyenne de sortie de l'Espagne vers la France, ou d'entrée en France si vous préférez. Record également en 2021 d'entrée de la Suisse vers la France, sachant qu'en fait, en réalité, ce sens n'était techniquement pas possible avant 2018. On a dû faire des investissements en 2018 pour permettre que ce type de flux se produise. Et effectivement, cette année, ça a été pas mal utilisé. Et puis, on a observé aussi
des flux importants de la France vers l'Allemagne, ces flux ayant aidé nos amis allemands probablement à remplir autant que faire se peut leur propre stockage pendant la saison d'injection. Voilà, donc en fait, ce qu'on a vu là, ce que je viens de vous décrire, c'est un système avec des flux bidirectionnels, plus qu'avant, qui illustre, je dirais, à la fois la maturité du marché et la capacité des réseaux européens à s'adapter à des configurations de marché et de flux qui sont très variées. Voilà pour les flux. S'il n'y a pas de questions, je vais dire un mot sur le GNL, assez rapide. Donc 4 terminaux méthaniers en France, vous le savez, 3 terminaux qui appartiennent à LNJ, un terminal à Dunkerque. Donc, quelques chiffres qui concernent à la fois LNJ et Dunkerque LNG. Donc, on a une activité soutenue des terminaux méthaniers en 2021. Vous voyez, pour LNJ, 176 déchargements, 6 rechargements, 10 transbordements. Transbordement, je rappelle, c'est on charge d'un bateau à l'autre sans passer par les réservoirs du terminal. Ce sont les bateaux qui viennent de Russie. Et puis une augmentation assez importante du nombre de camions-citernes chargés également, puisque vous voyez 14 700 citernes chargées, ce qui doit représenter une augmentation d'une trentaine de %, donc vraiment une activité très soutenue. 130 TWh injectés dans le réseau. Du côté de Dunkerque LNG, une activité également soutenue avec un certain nombre de seuils symboliques, de centièmes navires accueillis, 500e camion citerne chargé. Alors c'est une activité qu'ils ont ouverte plus récemment sur les camions citernes. Et puis dans les deux cas, que ce soit donc à Fos-sur-Mer et à Dunkerque, on note les premières opérations de soutage de navires. Donc c'est la première fois que on a chargé des navires souteurs spécialisés qui sont ensuite allés faire le plein en GNL de bateaux, en l'occurrence de porte-containers dans les deux cas, de porte-containers qui fonctionnent donc avec un moteur au GNL. Et là, on est sur quelque chose, l'ouverture de ces services, elle est très symbolique du développement de cette nouvelle activité, de ce nouveau débouché pour le gaz, qui est la propulsion maritime, pour à la fois réduire les émissions polluantes en termes de qualité de l'air, tout ce qui est particules, NOx, etc., et aussi réduire les émissions de CO2. Voilà pour l'activité termino-méthanier, donc voilà, activité soutenue et nouvelles solutions qui se développent ou qui apparaissent pour les camions-citernes et pour le soutage navire. Un mot évidemment sur la question des stockages, qui a beaucoup focalisé l'attention ces dernières semaines ou ces derniers mois. Les stockages en France jouent tout leur rôle cette année, en 2021. Et de ce point de vue-là, la France a été en 2021 dans une meilleure posture que nos voisins, qu'un certain nombre de nos voisins européens, du fait de la réglementation qui a été mise en place maintenant voici quelques années en France sur les stockages. Donc au 1er novembre 2021, on le voit sur le graphique, les stockages français étaient remplis à 95%. Donc une situation plus favorable, comme je le disais, puisque certains pays étaient vraiment en situation de faible remplissage des stockages, je pense à l'Allemagne ou aux Pays-Bas. Ensuite, vous voyez sur la courbe du haut, il y a eu des soutirages assez soutenus jusqu'à aujourd'hui, qui se poursuivent d'ailleurs. On observe une petite inflexion sur la courbe que vous voyez sur la fin de l'année, qui correspond en fait à peu près à la période des fêtes, où il y a eu un redout, une moindre consommation due à une baisse d'activité comme tous les ans, pendant les fêtes de Noël. Et donc les opérateurs en ont profité pour restocker du gaz dans les stockages, d'où cette petite inflexion de la courbe. Voilà, donc on a fait une photographie au 31 janvier 2022. Donc les stockages sont remplis aux environs de 33% en France. Donc c'est un niveau qui est plutôt bas. Vous voyez, on est vraiment dans le bas du cône historique des 5 dernières années qui est représenté en gris sur le graphique. Néanmoins, on est moins en dehors des clous habituels que les pays qui sont représentés dans le graphique du bas, Allemagne, Pays-Bas et Italie. Voilà. Donc c'est un sujet évidemment de vigilance, compte tenu du contexte. On surveille ça comme du lait sur le feu. On voit bien que les acteurs qui utilisent les stockages ont choisi une stratégie
que je pourrais qualifier de raisonnable, c'est-à-dire qui consiste à utiliser les stockages compte tenu de la situation, des prix notamment et des approvisionnements, mais en les utilisant de manière relativement régulière, en les remplissant d'ailleurs fin décembre, et qui va conduire à ce qu'à la fin de l'hiver, nous ayons vidé grosso modo les stockages. Donc on sera dans un niveau probablement proche de zéro vers la fin du mois de mars. Voilà. Donc on reste vigilant sur ce sujet-là. Oui, une question ? Oui, on pense, voilà, on reste évidemment prudent. Il ne faudrait pas que les sous-tirages s'accélèrent davantage, mais on pense que la stratégie est la bonne, notamment parce que si on regarde dans le détail, comment dirais-je, les opérateurs qui utilisent les stockages ont privilégié le vidage des stockages dits lents sur les stockages rapides. Donc ce sont les stockages rapides qui ont été le plus préservés et qui donc permettront, on va dire, de faire face à un événement de froid tardif. Alors évidemment, ça suppose que le gaz continue à arriver également depuis la Norvège, enfin comme aujourd'hui. Et à noter aussi, évidemment, qu'on a observé en fin d'année 2021 et encore plus actuellement, un retour très important du GNL en Europe et en France en particulier, donc avec des terminaux méthaniers qui sont très très utilisés actuellement. Et évidemment, cette situation doit se poursuivre pour compenser, je dirais, de moindres approvisionnements du côté Est. C'est exceptionnel ce volume de tirage, c'est 95% à 33%. Oui, enfin, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si le mot exceptionnel est le bon. Enfin, on a représenté en gris le tunnel historique, c'est-à-dire le tunnel historique dans les 5 dernières années, entre 2015 et 2020. Donc on voit effectivement que la courbe bleue, elle est à la limite de ce qu'on a fait dans les dernières années. Donc on n'est pas complètement hors des clous, on l'est un petit peu plus quand même pour l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, ce qu'on voit en dessous, puisque là on est dans la zone blanche, alors qu'on est à la limite du gris et du blanc pour la France. On est en situation plutôt basse, mais on n'est pas non plus complètement en dehors de choses qu'on a déjà connues. Voilà. Et les 33%, c'est pour la France ou pour l'Europe? Non, pour la France. Pour la France. Et la réglementation dit quoi sur le volume de stockage? Pardon? La réglementation française dit quoi? Alors, la réglementation française, elle impose, en fait, elle organise un système d'enchères, donc elle fait peser un certain nombre d'obligations sur les opérateurs de stockage, et elle organise un système d'enchères qui fait qu'en début de saison, avant le remplissage, les capacités de stockage sont vendues aux enchères sans prix de réserve. Donc, c'est vraiment le prix de marché qui va ressortir du résultat de ces enchères. Il n'y a aucune raison que le prix qui sort de ces enchères couvre les dépenses des opérateurs de stockage. Et effectivement, depuis des années, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on se contentait de faire ça, les opérateurs de stockage se retrouveraient en situation de déficit important. Et donc la réglementation prévoit un système de perception de l'écart entre les recettes perçues par le système d'enchères, par les opérateurs de stockage, et leur niveau de dépense que le régulateur contrôle. L'écart entre ces deux sommes est perçu par les opérateurs de transport que nous sommes au travers d'un terme dédié du tarif de transport. Et donc nous percevons ces sommes et nous les reversons aux opérateurs de stockage. Donc ce qui permet de maintenir leur équilibre. Oui. Nous avons une question de Delphine Simon de France Inter qui demande quelle est la part d'importation de GNL dans l'approvisionnement en gaz en France. Quels sont nos partenaires les plus concernés? Alors, la part d'importation du GNL, donc en 2021 ? En 2021, donc, le GNL représente un tiers des importations qu'on a observées en France. Alors, le GNL, il vient de multiples origines. Alors, il y a du GNL qui vient de Russie, il y a du GNL qui vient des États-Unis, il y a du GNL qui vient du Qatar. Pardon ? Nigeria, peut-être Tobago aussi, je crois. Enfin voilà, donc le GNL vient de multiples endroits. Oui.
Quelle est votre visibilité sur l'arrivée des méthaniers sur février-mars? Alors, on n'est pas forcément l'acteur qui a la meilleure visibilité là-dessus. Ce que l'on croit savoir, c'est que les programmes prévisionnels des opérateurs terminaux sont bien remplis en France pour février et pour mars. Comme je le disais, et comme ça a été le cas pendant tout le mois de janvier et à la fin de l'année. Et en fait, c'est assez logique puisque au fond, on fonctionne beaucoup plus. Alors, je peux peut-être vous montrer un graphique. Alors, il faut que j'avance sur mes slides. Je peux vous montrer un graphique qui est assez illustratif dans mes annexes. Non, c'est pas ça. Ah, voilà, en plus, j'ai des animations. C'est pas celui-là. Voilà. Là, on compare le quatrième trimestre 2021 et au niveau européen. On n'est pas sur la France, là, on est sur l'Europe. Le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2020. En fait, on voit très bien en bleu ce qui se passe sur les routes russes, les 3 routes russes principales. Donc on voit que sur Nord Stream 1, les flux sont restés conformes à ce qu'ils étaient l'année dernière à la même époque, à peu près, 2 GWh, c'est rien du tout. En revanche, on voit une baisse très significative, vous voyez, de 30% ou de 50% des flux sur la route à travers la Biélorussie et sur les flux à travers l'Ukraine. Donc cette baisse, elle est compensée en fait essentiellement par le gaz norvégien, le gaz de mer du Nord, qui est en augmentation de 22%, mais aussi par une augmentation de presque un tiers des flux de GNL qui arrivent en Europe avec 637 GWh en moyenne sur ce trimestre. Voilà. Donc on voit bien quelque part la logique. Le système fonctionne actuellement d'une façon très, très différente du fonctionnement habituel, avec moins de gaz venant de l'Est et donc ce qui compense, c'est des flux accrus venant de Norvège et des flux accrus venant par la mer je dirais, d'un peu partout, puisque ça c'est le principe même du GNL. Alors je vais essayer de revenir en arrière sans que ça soit trop long. Voilà, j'étais là. Donc voilà, donc situation particulière et nous restons vigilants. Voilà, donc pour cette fin de cette première partie, en résumé, on est sur un contexte assez exceptionnel en termes de marché, avec des tensions sur les approvisionnements sur lesquels je ne reviens pas, mais un système qui fonctionne avec ses différentes composantes, les stockages avec une réglementation française efficace, les terminaux méthaniers qui jouent à plein leur rôle, les flux qui se comportent différemment, y compris grâce aux investissements que nous avons faits dans les années passées. Voilà ce qu'on peut dire. Et une reprise, on va dire, essentiellement de la consommation, essentiellement due à un effet climatique entre 2021 et 2020. Voilà ce qu'on peut retenir, on va dire, de cette partie gaz naturel. Si vous le voulez bien maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va aller sur les nouveaux gaz, qui représentent évidemment l'avenir de notre activité, de notre industrie. Alors, dans ce domaine-là, en guise d'introduction, je vais dire que le message à retenir, c'est que dans ce domaine-là, les choses bougent bien. Les choses évoluent très favorablement, et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. On va commencer bien sûr par la méthanisation. Donc la méthanisation, on observe une dynamique très soutenue qui est résumée par la courbe que vous avez sous les yeux. Alors, il y a beaucoup de chiffres, donc je vais essayer d'expliquer. N'hésitez pas à me reposer des questions si ce n'est pas clair. Si on regarde la quantité de gaz injecté dans les réseaux, c'est la courbe grise. Et donc le point de combien de gaz a été produit et injecté de biométhane a été injecté dans les réseaux de gaz en France en 2021, le point est à 4,3 TWh. On est au 1% de la consommation française. Pour ça s'accompagne d'une forte hausse du nombre de sites de production. Vous voyez, on est à 365 sites de production qui injectent donc dans les réseaux à la fin de l'année, ce qui représente une augmentation de 151%. Là aussi, on n'est pas loin du doublement de ces sites. Et si on regarde GRT Gaz,
Nous en avons 46 qui injectent directement dans notre réseau à la fin de l'année, ce qui représente une hausse de 25%. Donc là, on est même au doublement par rapport à tout ce qu'on avait fait depuis que cette filière a commencé à fonctionner. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la capacité installée. Donc la capacité installée, c'est cette fois-ci une photographie à une date T. Combien on a de sites qui sont connectés au réseau et quelle est leur capacité de production additionnée. Donc là, au 31 décembre 2021, la capacité annuelle de production raccordée au réseau, au pluriel, de transport et de distribution français, c'est 6,4 TWh. C'est la courbe orange. Donc c'est le point qui est sur la courbe orange pour l'année 2021. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre-là? Ça veut dire que ce chiffre de 6,4 TWh à la fin de l'année, c'est le minimum de ce qui sera produit l'année prochaine avec certitude, puisque toutes ces installations sont en ligne et qu'elles produiront toute l'année, contrairement à cette année où évidemment celles qui ont été raccordées en cours d'année n'ont produit que sur une partie de l'année. Et donc, on est à peu près certain qu'à quelques aléas de une ou deux installations près, elles produiront 6,4 TWh en 2022. Pardon. Et d'ailleurs, on observe, si vous regardez horizontalement le schéma, le point orange de 2020, il est à peu près au même niveau, un peu en dessous, que le point gris de 2021. Et donc, l'année prochaine, le point gris, qui n'est pas encore évidemment dessiné sur la courbe, on sait qu'il sera au-dessus du point orange de cette année. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais donc voilà. Donc on est sur une dynamique qui est tout à fait importante. Et alors, on a représenté sur le schéma la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la trajectoire PPE actuelle. Donc vous voyez qu'on est en train de s'en écarter. Donc c'est encore relativement faible si on regarde le point gris de 2021, mais avec certitude, puisque je vous dis le point orange, ça sera le minimum de ce qu'on produira l'année prochaine. Avec certitude, on va s'écarter très notablement de cette trajectoire dès l'année 2022 et également en 2023. Tout cela s'accompagne de modifications des réseaux de gaz, puisque, vous le savez, nous installons des systèmes de rebours. Donc ces systèmes de rebours, c'est pour gérer les excédents de production de biométhane sur des distributions publiques, notamment pendant les périodes estivales, où la consommation est beaucoup plus faible. Et donc, pour que ces sites continuent à pouvoir produire, eh bien, nous reprenons l'énergie qui est sur le réseau de distribution, nous la comprimons et nous la renvoyons sur le réseau de transport, de manière à l'envoyer vers d'autres lieux de consommation ou vers les stockages. Donc nous avons à date 5 rebours qui fonctionnent déjà en France, et nous avons un portefeuille de projets qui sont actifs, sur lesquels nous faisons les études, et certains de ces projets sont en construction et seront mis en service cette année, en 2022, de 32 nouveaux sites de ce type-là. Donc on voit quelque part que le réseau de gaz progressivement se modifie sous l'influence de ces installations de biométhane. Voilà. Et puis, dans les registres de capacité des différents gestionnaires de réseau, de transport et de distribution, au-delà des 6 TWh dont j'ai parlé tout à l'heure, on a une vingtaine de projets supplémentaires, une vingtaine de térawattheures, pas une vingtaine de projets, une vingtaine de térawattheures de production supplémentaire qui devraient, pour la plupart, entrer en service dans les années qui viennent. Voilà, donc clairement, là, on est, et au passage, c'est intéressant, c'est la seule énergie renouvelable qui est au-dessus de la PPE. Les autres énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, on est en dessous. Là, il faut se féliciter, on est au-dessus, et c'est une excellente chose, évidemment. Alors, c'est une excellente chose, d'ailleurs, en sécurité d'approvisionnement, puisque, au fond, si je regarde, prenons par exemple les 6,4 TWh. Les 6,4 TWh qui sont connectés au 31 décembre 2021 et qui produisent tous les jours, alors ils produisent tous les jours, c'est l'équivalent de la production annuelle, c'est l'équivalent de la production d'une tranche de Fessenheim, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Donc, et ces installations, elles sont en France, elles produisent toute l'année, elles produisent quelle que soit la météo, quels que soient les aléas. Voilà, on les a chez nous, on dépend de personne. Et au passage, d'ailleurs, elles produisent aujourd'hui du gaz à un prix comparable au prix qu'on observe sur le marché. Voilà ce qu'on peut dire sur... Oui. Alors, nous avons une question de Vincent Boulanger.
du Journal des énergies renouvelables. Alors, il nous pose la question suivante. Quelle est la part de biométhane rapportée à la consommation ? Ben, donc c'est 1%. Si on regarde les quantités injectées pendant toute l'année 2021, on est donc sur 4,3 TWh avec une consommation de l'ordre de 450. Donc ça fait 1% de la consommation française aujourd'hui. Mais on voit que les choses vont augmenter assez vite, hein, compte tenu du rythme qu'on voit sur la courbe. Très bien, merci. Nous avons une autre question d'Aurélie Barbeau de Oui. l'usine Nouvelle. La cible de 6 TWh en 2022, c'est plus sur l'année ? C'est en plus sur l'année ? Point d'interrogation. La cible de site. Non, la cible de. Je n'ai pas compris la question. La cible 6 TWh en 2022, c'est en plus sur l'année ? Je n'ai pas compris la question. Donc, Oui, bonjour. Non, le 6 TWh, ça n'est pas une capacité à ajouter sur l'année 2023, c'est la capacité totale installée qui doit être atteinte en 2023. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va... Dans la PPE. Dans la PPE. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'on va dépasser finalement très largement cette cible minimum qui est indiquée dans la PPE. OK. Merci Anthony. Et nous avons une question d'Anne-Marie Kompanski du BIP. Les 19 TWh supplémentaires représentent combien de projets inscrits au registre ? Alors je parle sous le contrôle d'Anthony, mais c'est de l'ordre d'un millier. C'est ça ? Environ un millier de projets. Et Aurélie Barbeau de l'usine Nouvelle nous demande si c'est en 2023. Ah non, La cible de non, 6 tous ces TWh. projets-là, les 19 là ne seront pas tous mis en service. Alors il y en a certains qui vont être mis en service en 2022, certains qui vont être mis en service en 2023. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui verront le jour en 2024, 2025 à la rigueur. Et voilà. Mais je vais revenir sur la suite, sur la dynamique, dans le slide suivant. Alors, je continue sur la méthanisation. Alors, si on regarde au-delà des 2 années que je viens de dire, hein, 22-23, qu'est-ce qu'on observe ? Alors d'abord, on observe le fait qu'il y a une bonne nouvelle que je vais détailler dans le slide qui va encore suivre, ce qui est que nous avons la capacité en France de produire davantage de gaz renouvelable et je dirais de remplacer l'ensemble de la consommation de gaz naturel à l'horizon 2050 par du gaz renouvelable. On va le voir. Donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le gaz renouvelable n'est pas une ressource rare. Pour autant, il y a une véritable incertitude à l'échéance 2024-25, parce que nous observons, nous et les autres gestionnaires de réseau, un ralentissement net du nombre de nouveaux projets qui s'inscrivent dans nos registres pour se connecter à nos réseaux. Alors, ça s'explique par le fait qu'il y a 2 ans, on a connu une accélération quand le gouvernement a annoncé que les tarifs d'achat allaient baisser et une réforme du dispositif de soutien. Donc beaucoup de projets qui étaient en préparation se sont dépêchés de rentrer dans les registres. Et donc évidemment, après le ABOS, il y a un creux. Mais ça s'explique aussi par le fait que les dispositifs de soutien à la filière qui doivent prendre le relais des tarifs d'achat actuels n'ont pas encore été mis en œuvre. Alors, il y a eu des progrès, hein, notamment le Parlement a voté à l'été dernier le dispositif qui s'appelle les certificats de production de biométhane, et qui va venir prendre le relais d'un certain nombre de tarifs d'achat pour les nouvelles installations. Mais les textes d'application, donc les décrets notamment, ne sont pas encore sortis, et bon, ça prend un certain temps. Et donc, la filière a une crainte qui est une espèce de creux, une espèce de stop and start entre la fin de la première vague et ce dispositif de relais. Autre dispositif qui existe, qui est prévu, ce sont les appels d'offres pour le biométhane, pour les projets d'une certaine taille, supérieure à 25 GWh. Donc ce mécanisme est prévu également dans les textes. On sait que le ministère y travaille, il nous dit qu'il va lancer ces appels d'offres. À date, ils n'ont pas encore été lancés. Donc là aussi, il est important que ces appels d'offres soient lancés sans trop tarder pour pouvoir assurer le relais des dispositifs actuels. Troisième dispositif qui concerne là plutôt les autres technologies, les technologies innovantes, donc la 2e génération de biométhane, les contrats d'expérimentation. Là aussi, le cadre réglementaire est en place et il faut juste lancer le dispositif. Et là aussi, on attend que les choses se mettent en œuvre. Donc là, le message, c'est de dire, on va le voir dans le détail, on en a sous le pied, pas de problème là-dessus. Mais la filière aujourd'hui manque de visibilité,
non pas parce que les dispositifs n'existent pas, ils sont prévus, mais parce que les dispositifs doivent être mis en œuvre, ces 3 dispositifs-là, et il faut qu'ils le soient rapidement pour éviter un creux dans la dynamique de développement de la filière. Alors, si oui, excusez-moi, nous avons une question de Vincent Boulanger du Journal des énergies renouvelables qui nous demande: est-ce que le fait de dépasser la cible PPE risque de tarir le soutien public pour les nouveaux projets, ou l'État va suivre? alors, là, il faut poser la question à l'État, mais j'observe simplement que, certes en quantité, si on regarde en tout cas l'année 2021, certes en quantité, on est en train de dépasser la cible, mais qu'en charge pour la collectivité, compte tenu des niveaux de prix du gaz fossile, comme je le disais tout à l'heure, la charge va être nettement moindre puisqu'on est à des prix tout à fait comparables. Alors, je ne peux pas faire de projection sur comment les prix vont évoluer, dans l'avenir, mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de raison de s'affoler. Et puis, encore une fois, notre souci, je pense, notre souci, c'est de faire en sorte d'activer tous les leviers possibles pour aller vers un monde décarboné. Et tous les leviers possibles, ce sont toutes les énergies renouvelables, le nucléaire, enfin, etc. Et donc, si on en a un qui fonctionne mieux que les autres, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que peut-être on pourra rattraper ce que les autres filières n'arrivent pas à faire, au moins momentanément. Voilà, en tout cas, ça c'est ma vision des choses. Après, sur ce que diront les pouvoirs publics, je n'ai pas d'informations particulières. Alors, on va regarder un petit peu ces questions de potentiel. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous l'avez certainement observé, au mois de novembre dernier, à peu près, enfin à l'automne, il y a tout un tas d'acteurs qui ont sorti des scénarios prospectifs de la vision énergétique de la France à l'horizon 2050 dans une France totalement décarbonée. Je pense à RTE, évidemment, qui a sorti une énorme étude, mais aussi au scénario Négawatt ou au scénario qui a été publié par l'ADEME. Et si on regarde bien avec un œil gazier tous ces travaux, on s'aperçoit que tous ces acteurs qui se sont livrés à des travaux très sérieux de prospective, il y a un point commun du point de vue gazier, enfin il y en a plusieurs, mais un point commun, c'est que tous voient à l'horizon 2050 du gaz, et je dirais ont besoin de gaz, et de gaz vert, pour qu'on soit dans un monde décarboné, de manière assez significative. Il y en a besoin dans le chauffage, 6,5 millions de clients vus par RTE à l'horizon 2050, il y en a besoin dans la mobilité lourde, il y en a besoin dans l'industrie, voilà, tout le monde en voit, et donc on en a besoin, et ça doit être du gaz vert. Et on sent qu'un certain nombre de ces acteurs se sont posés des questions sur y en aura-t-il assez? Et donc le travail que nous avons fait, c'est un travail auquel nous sommes livrés avec nos collègues de GRDF, et puis aussi avec nos collègues de la T2E, de France Gaz Renouvelable, enfin en gros la filière, sur les différentes technologies de production de gaz renouvelable. Et là, je précise que je suis hors hydrogène, je ne m'intéresse qu'au méthane, je ne parle pas d'hydrogène, je vais y venir dans un instant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a en fait compilé un certain nombre d'études disponibles, des études plutôt récentes. Alors, on est reparti évidemment de l'étude de 2018 de l'ADEME, mais elle a été mise à jour en 2021. Et, des études Solagro, études de France Stratégie qui est sortie, sauf erreur de ma part, également en 2021, études Enea, etc. Et donc, on a essayé de compiler ces différentes études pour extraire de ces études, non pas un potentiel de gaz, ce n'est pas ça qui est représenté ici, mais une estimation raisonnable de ce que pourrait être la production de méthane renouvelable et bas carbone en France à l'horizon 2050. La différence que je fais entre le potentiel et le chiffre qui est ici, c'est qu'on n'a pas pris justement tout le potentiel. On a été prudent, c'est-à-dire qu'à partir du potentiel qui ressort des différentes études, on a fait des hypothèses de concrétisation du potentiel, c'est-à-dire que tout le potentiel ne se concrétise pas, il peut y avoir des aléas, des choses qui ne marchent pas comme on le souhaite. Et puis, on a aussi pris en compte le fait qu'il y ait plusieurs filières et qu'il peut y avoir une concurrence entre différentes filières et que tout ne va pas forcément aller pour du gaz. Donc l'écart entre le potentiel qui ressort de ces études, le potentiel moyen et le chiffre qui est ici, il est plus de 100 TWh, donc on a été prudent. Je précise également que dans ce potentiel, enfin dans les intrants qui servent à produire ces 320 TWh à l'horizon 2050, on a pris essentiellement des déchets et des résidus, que ce soit d'origine forestière, d'origine agricole, d'origine industrielle ou des déchets aussi des ménages.
Voilà. Et puis, donc, on a rabattu, je peux te donner des exemples, on n'a pris que 20%, par exemple, des résidus de culture. On n'a pas pris tout pour faire du biométhane. On a pris 50% des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Voilà. Et donc voilà, donc ça donne ce chiffre-là. 130 TWh de méthanisation, dont je viens de parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le rose et le orange, c'est-à-dire les deux technologies de deuxième génération, que sont la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale, qui pèsent respectivement pour 90 TWh et 50 TWh à cet horizon 2050. Donc ce qui fait 40%, de 40% du total. À noter que pour ces deux technologies, il y a des choses qui ont bougé en 2021. Le fait que ces contrats d'expérimentation dont je parlais tout à l'heure vont, dès qu'ils seront lancés, le cadre a été posé, permettre un tarif d'achat pour ce biométhane, donc injecté par l'une ou l'autre de ces technologies. Et aussi un élément très important, c'est que le gaz, comme l'électricité et la chaleur, soit reconnu dans la loi comme une voie de valorisation des combustibles solides de récupération. Ça n'était pas le cas depuis toujours. Et le Code de l'environnement a été modifié en 2021 pour que ce soit le cas. Et c'est quelque chose qui est très attendu par tous les acteurs du monde des déchets, les collectivités locales, les industriels des déchets, parce qu'ils voient effectivement ces technologies comme un débouché, je dirais dire, essentiel en complément de l'enfouissement, de l'incinération et bien sûr de la réduction des déchets, pour traiter les déchets que nous produisons et que nous continuons malheureusement à produire. Donc voilà pour la nouvelle de dire, au fond, au travers de ces études, on voit qu'il y a le potentiel suffisant pour avoir du gaz vert en quantité suffisante à l'horizon 2050. Si on regarde donc cette deuxième génération, pyrogazéification et gazéification hydrothermale, je vais passer assez vite sur ce slide, on voit que les choses effectivement bougent, ce n'est pas uniquement du papier et des études. On voit sur la pyrogazéification, par exemple, qu'il y a une quinzaine de projets commerciaux publics en France, qui sont connus. Il y a d'autres projets que nous ne connaissons, mais que nous n'avons pas le droit de parler. Mais pour les projets qui sont publics, il y a tous ces projets-là qui sont en préparation, portés par des acteurs des territoires ou par des industriels ou des start-up. Certains de ces projets sont des projets à échelle industrielle. De la même manière, alors, si on regarde la gazéification hydrothermale, alors c'est une technologie qui est moins avancée que la pyrogazéification. Bon, à noter quand même la mise en route de l'installation la plus grande au monde dans ce domaine-là aux Pays-Bas. Vous voyez avec cette photo aérienne que c'est une installation qui a déjà une certaine taille. Et puis, la filière française se mobilise et il y a un premier projet de démonstrateur qui se prépare, qui s'appelle le projet Gamma, qui se prépare sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, ou la communauté de communes de Saint-Nazaire, avec les acteurs industriels qui sont cités sur le slide. Donc la France aussi est en train de bouger en matière de gazéification hydrothermale, et ainsi évidemment que dans le domaine de la pyrogazéification. Un mot sur les usages. Donc là, les usages nouveaux. Donc là, je vais juste dire un mot de la mobilité avec le GNV et le bio-GNV. Donc, ce qu'on observe, et là, je pense que la courbe est parlante, dans le domaine de la mobilité lourde, une véritable dynamique de l'utilisation du GNV et du bio-GNV pour la mobilité lourde. Donc, un parc de véhicules, oui. Pardon, excusez-moi, je vous coupe juste 2 minutes parce que nous avons Nadia Gorbatko qui nous demande ces projets de pyrogazéification sont prévus pour quand? Alors, Anthony, je préfère te laisser répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que ces projets sont aujourd'hui en émergence. Ils font l'objet des premières études d'ingénierie, mais effectivement, tous ces projets attendent les appels à projets, contrats d'expérimentation filière biogaz innovante qui ont été cités par Thierry. On espère que ces appels à projets vont être lancés d'ici la fin de cette année, qui permettent de désigner des lauréats début 2023, ce qui va permettre de rentrer en construction et de mettre en service ces installations, on va dire, avant 2025, on l'espère peut-être 2024. Donc une contractualisation assez rapide, mais qui dépend aussi du bon vouloir des pouvoirs publics de lancer ces appels à projets. Des pouvoirs publics nationaux, parce que comme je le disais, les acteurs en territoire, les acteurs des déchets, les collectivités qui gèrent ces déchets sont encore une fois très en attente
de ce nouveau débouché possible pour gérer la problématique des déchets. Enfin, c'est une véritable vue d'eux. Moi, j'en discute souvent avec eux. Enfin, c'est presque une angoisse. C'est-à-dire que si on n'a pas ce débouché-là, ils ne savent pas trop comment ils vont faire, quoi. Donc, il y a vraiment un intérêt à ce que cette filière se mette en place rapidement. Nous avons une autre question de Jérôme Boucher de Biogaz Magazine, qui a une série de questions. Quel devrait être pour vous le coût de production du biogaz à court, moyen et long terme? Le coût du gaz peut-il être au niveau du gaz renouvelable actuel? Tu veux répondre là-dessus? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, et Thierry l'a cité, c'est qu'au prix du gaz naturel actuellement sur les marchés, on a des productions de biométhane qui sont aujourd'hui dans le marché. Alors, c'est une situation effectivement conjoncturelle, on ne peut pas dire, on n'a pas de boule de cristal pour savoir quels vont être les prix du gaz, mais on peut constater qu'effectivement, on a des situations désormais où le biométhane peut être compétitif par rapport au gaz naturel. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt le long terme. Évidemment, le contexte économique de la neutralité carbone va amener à aller chercher des solutions compétitives, mais qui vont avoir des prix différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que des scénarios aussi variés que Négawatt, que l'ADEME, que RTE, qui font derrière des optimisations économiques, tous ces scénarios-là, ils vont mobiliser une part significative du potentiel de gaz renouvelable, tout simplement parce que c'est une solution à long terme, compétitive, pour développer finalement une énergie neutre en carbone, une énergie stockable, une énergie qui permet de décarboner un certain nombre d'usages. Et c'est ça effectivement qui nous donne une grande confiance sur le développement de ces filières à l'avenir. C'est des filières qui sont économiques dans le cadre de la neutralité carbone. D'autant plus, tu ne l'as pas cité, mais c'était implicite, d'autant plus qu'on observe aujourd'hui un prix du CO2 qui est quand même très élevé, qui a beaucoup augmenté sur les marchés et qui va donc, même si le prix du gaz fossile baisse dans les mois ou les années qui viennent, une baisse de nouveau, qui contribue à réduire l'écart entre le prix des filières de production de gaz renouvelable et le prix global de l'utilisation du gaz fossile. Et on peut citer notamment le rapport qu'avait publié la Creux dans son groupe de travail prospective. Ils avaient publié un rapport sur le verdissement du gaz en 2019 et ils avaient regardé justement la question de l'ensemble des externalités, y compris un prix du gaz qui correspondait à l'époque au prix du gaz sur le marché, c'est-à-dire un prix plutôt bas. Et la Creux en avait conclu qu'en prenant la valeur tutélaire du carbone, qui est la valeur de référence que les pouvoirs publics doivent prendre pour leur politique, eh bien, le biométhane était tout à fait compétitif. Et la Creux, effectivement, considérait qu'il était logique de continuer à soutenir le biométhane. Et ils annonçaient effectivement une ambition de plus de 40 TWh à 2030. Et en réalité, avec les autres technologies qui ont été présentées, en gasification hydrothermale, cette ambition, elle peut être en réalité beaucoup plus importante. Alors, il y a Vincent Boulanger du Journal des énergies renouvelables qui nous demande quelle est la capacité de production cumulée des projets de pyrogasification en cours. Ça, c'est difficile d'y répondre aujourd'hui. On a des projets qui sont à des degrés de maturité très divers. On a certains projets qui sont aujourd'hui encore confidentiels et sur lesquels on peut pas parler. Donc c'est encore prématuré pour qu'on vous donne des chiffres. Je pense que l'an prochain, si les appels à projets sortent, on aura une vision beaucoup plus fine et des chiffres très quantitatifs à vous donner. Merci. J'embraye, et puis de toute façon, on aura une séance de questions-réponses à la fin. Donc j'embraye pour terminer ma présentation. Ah, pardon. J'avais une question supplémentaire sur les questions de coûts, justement sur la filière biométhane. Comment évoluent les coûts de production? Enfin, c'est quand même un des grands enjeux pour vous et pour continuer à avoir des subventions, c'est de faire baisser ces coûts. Voilà, comment vous pouvez le faire et comment ça évolue là, sur les années qui viennent? Alors, je vais dire, toute chose égale par ailleurs, la filière a bien compris la nécessité de baisser les coûts. Et chaque acteur de la filière se mobilise pour baisser les coûts. Alors nous-mêmes, on a fait tout un travail d'optimisation de nos postes d'injection, de nos solutions de raccordement. On a quand même baissé de plus de 30% les coûts d'accès à notre réseau entre, on va dire, les premiers sites qui ont été raccordés et les sites qu'on raccorde aujourd'hui. C'est vrai pour les transporteurs, mais c'est vrai aussi pour les équipementiers. Il y a eu des démarches, notamment dans le cadre du comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique, des démarches dites de design to cost,
pour aller optimiser les coûts. Alors malheureusement, c'est toute chose égale par ailleurs. On a des effets contraires. On a une inflation qui a repris, et en particulier, on a des zones, on peut citer l'Île-de-France, où les travaux des Jeux Olympiques amènent des tensions, par exemple, sur les marchés de travaux publics. Et on a effectivement des développeurs qui connaissent une hausse des coûts, en particulier en Seine-et-Marne, qui est une région assez active en matière de méthanisation. Et puis, il y a également des textes réglementaires qui ont été pris et qui amènent mécaniquement une hausse des coûts. Et c'est un dialogue d'ailleurs entre la filière et l'État, c'est-à-dire que l'État souhaite que les coûts baissent, mais en même temps l'État a révisé la rubrique ICPE de méthanisation en renforçant très fortement un certain nombre d'exigences, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des coûts des installations. On a également eu des nouveaux textes réglementaires sur les matières fermentées cibles qui amènent certaines contraintes sur la valorisation des digestats, avec là aussi des coûts. Et l'État annonce, par exemple, un renforcement des exigences d'efficacité énergétique, ce qui est un peu nouveau, puisqu'on serait la seule filière qui aurait ces exigences extrêmement fortes qui seraient mises, et là aussi avec un risque de hausse des coûts. Donc voilà, ces éléments-là, effectivement, ils sont à prendre en compte. Toute chose égale par ailleurs, ça baisse, mais on a effectivement tous ces forces contraires. Et en tout cas, ce qui est absolument nécessaire pour continuer quand même à baisser les coûts, c'est les volumes. Et c'est là où on sera attentif à la future stratégie française énergie-climat et la prochaine PPE, puisqu'il ne peut y avoir de baisse de coûts que s'il y a des volumes qui permettent des effets d'échelle, qui permettent la structuration de la filière. Tout simplement, si aujourd'hui vous voulez faire des cuves en béton en région parisienne, vous avez une tension globale sur le marché des travaux publics dans la région Île-de-France. Et ça impacte tout le monde, ça impacte les travaux routiers, mais ça impacte aussi tous les travaux béton que vont à faire les producteurs de biométhane. C'est un exemple, hein, mais on a aussi des tensions sur un certain nombre de métaux. Voilà, on est aujourd'hui dans une situation où on a un retour de l'inflation, et plus spécifiquement sur certains composants de la filière. Il y a beaucoup de travaux en région parisienne du fait des Jeux Olympiques, et or une bonne partie de ce qu'il faut faire quand on fait un méthaniseur, ce sont des travaux de génie civil en réalité, hein. Donc des travaux de génie civil. Voilà. Nous avons, excusez-moi, une autre question de Jérôme Boucher de Biogaz Magazine qui nous demande: peut-on atteindre des objectifs de production de biométhane d'origine agricole en gardant une agriculture durable? Certains craignent qu'une production forte de biométhane se fasse aux dépens de la production alimentaire. Ouais, je te laisse répondre aussi, tu es le meilleur spécialiste. Alors sur ce point, la France a fait clairement le choix d'une filière d'excellence en matière de durabilité. Et aujourd'hui, les matières qui sont mobilisées par les méthaniseurs, c'est pour l'essentiel des biodéchets, des résidus de culture, des cultures intermédiaires qui viennent en fait entre cultures principales et qui permettent de produire plus, mais sans affecter la production principale, la production alimentaire. Donc ces choix-là, ils sont très forts. Ils ont été d'ailleurs rappelés dans un décret qui limite les cultures dédiées à 15%. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que les projets, en moyenne, sont plutôt à quelques pourcents de cultures dédiées, c'est-à-dire qu'ils ne vont mettre des cultures dédiées que quand c'est absolument nécessaire, quand ils ont eu une perte d'un débouché, par exemple. Et on peut le comprendre parce qu'en fait, les cultures dédiées, ça coûte très cher. C'est ce qui coûte le plus cher à un méthaniseur et par rapport à des biodéchets ou des résidus de culture. Ça, c'est pour la situation actuelle. Pour le futur, quand on présentait les 320 TWh de potentiel, c'est un potentiel qui va chercher uniquement des matières durables. C'est un potentiel, effectivement, qui ne s'appuie à aucun moment sur des cultures dédiées qui viendraient en compétition de l'alimentation humaine. On s'est notamment appuyé, par exemple, sur le rapport que France Stratégie a fait sur la question, sur la place de la méthanisation agricole et la durabilité de ce potentiel. Et France Stratégie a tout à fait confirmé un potentiel très important de production de biométhane, totalement durable, sans compétition avec l'alimentation humaine. En complément de ce qu'a dit, alors donc pour résumer ce que tu as dit, pour moi la réponse à la question est oui, clairement on peut développer une filière dans les quantités qu'on évoque et qui soit soutenable. Alors ensuite, on observe aujourd'hui sur le terrain ici ou là des oppositions qui se cristallisent. On observe aussi ici ou là quelques ratés, hein. Il y a quelques sites qui
qui ont commis entre guillemets des erreurs techniques qui ont eu des répercussions. Bon, je dirais que ça c'est relativement normal dans une filière qui en plus est relativement jeune et récente. Donc la filière travaille beaucoup aujourd'hui sur des questions de labellisation pour avoir des exigences minimum qui permettent d'éviter que certains fassent des sorties de route. Voilà. Et puis ensuite, sur l'opposition, malheureusement, toute filière de production d'énergie, je dirais toute filière soit industrielle, soit agricole, sécrète sa propre position. Et donc, on a des gens qui sont soit opposés systématiques par principe, soit opposés parce qu'ils sont voisins et qui n'en veulent pas près de chez eux. Mais je dirais que ça serait n'importe quoi, ça serait la même chose. Bon, voilà, donc la filière doit aussi gérer ça et elle travaille beaucoup pour améliorer la qualité des projets, améliorer aussi les processus de concertation qui conditionnent beaucoup l'acceptabilité des projets quand ils se construisent. Mais avec les choix qu'a rappelé Anthony, la réponse est oui, bien sûr, on peut faire ça sans saccager les campagnes, sans détourner les forêts ou les terres agricoles pour le but principal qui est l'alimentation. J'essaye d'avancer et puis s'il y a d'autres questions, je les traiterai à la fin. Il ne me reste plus beaucoup de slides. Donc je finis sur la mobilité. Vous avez eu le temps de lire le slide, donc je vais aller vite. Donc tout ça pour dire, vous le voyez, que le parc de poids lourds qui circule au GNV en France a été multiplié par 3 en 5 ans. Une autre manière de le dire, c'est qu'on observe sur les bus et les poids lourds une augmentation de l'ordre de 35 à 40% des immatriculations. Et si on zoome sur le segment le segment des bus neufs, les bus urbains neufs, depuis le début de l'année 2021, presque un bus sur 2 immatriculé, mis en service, bus neuf, est un bus qui fonctionne au GNV. Et donc la motorisation GNV pour ces bus neufs est devenue la première carburation. La première carburation. Et évidemment, l'alternative principale au diesel, aussi sur le segment d'ailleurs des autocars. L'autre élément intéressant aussi à prendre en compte, c'est que si on regarde dans le GNV qui est distribué au travers des réseaux de gaz, la part de bio-GNV dans le GNV a beaucoup progressé. En 5 ans, elle est passée de 6% à 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur une pompe de GNV quelque part, le contenu GNV moyen de bio-GNV, c'est 20%, donc 1/5 du plein que l'on peut faire. J'en arrive, et je vais en terminer par là, sur l'hydrogène. Donc évidemment, l'hydrogène, c'est un peu moins développé, on va dire, sur le plan industriel que la méthanisation. Pour autant, l'année a été assez chargée. Alors, quelques éléments. Au niveau européen, nous avons mis à jour avec nos collègues, donc 22 autres opérateurs de réseau, dans 21 pays européens, notre étude du backbone, donc European Hydrogen Backbone, donc qui est l'ossature que l'on voit, la dorsale européenne que l'on voit se développer à l'horizon 2040 en Europe pour transporter l'hydrogène. Ça, j'en avais parlé l'année dernière, je ne développe pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette vision qui est exprimée au travers de cette étude, elle sous-tend complètement le texte législatif, le projet de texte législatif que la Commission européenne a mis sur la table le 15 décembre dernier, donc c'est tout récent, puisque dans ce texte de la Commission, il y a bien elle pose les principes de l'organisation du marché de l'hydrogène, d'un marché dédié à l'hydrogène, et également les principes de la régulation d'une infrastructure européenne dédiée à la gestion de l'hydrogène. Donc tout ça est très cohérent. Ça, c'est pour le niveau européen, dans les principaux événements de l'année 2021. En France, il faut noter les études qui ont été publiées, l'étude qui a été publiée par le CSF, donc le comité c'est stratégique, il y a une coquille sur la planche, stratégique de filière nouveau système énergétique, donc qui a été publiée en 2021 également. Et cette étude, qui est donc sur la maille française, vient confirmer en fait la vision que je vais exprimer au niveau européen précédemment, avec des chiffres. Au niveau français, elle vient dire, si je compare un système énergétique, un système hydrogène dans lequel j'ai quasiment pas d'infrastructure hydrogène et un système dans lequel j'en ai un certain nombre, on voit la différence de prix sur le coût de l'hydrogène rendu pour le consommateur. Et évidemment, l'étude montre que une certaine quantité d'infrastructures contribue à faire baisser de manière très significative le prix de l'hydrogène livré aux consommateurs. Et puis,
toujours dans le même sens, les acteurs de marché, ils s'expriment aussi. Nous avons en 2021 organisé une consultation des acteurs de marché de l'hydrogène en France avec nos collègues de Terega, avec beaucoup de réponses, beaucoup de participation, beaucoup d'intérêt. On a même fait ensuite des ateliers territoriaux sur certaines zones pour affiner les choses. Et les acteurs de marché, ils expriment ce besoin. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément pour l'année prochaine en termes de construction d'ouvrages, mais en gros, ils disent, oui, on va avoir besoin de tuyaux à terme de stockage pour relier des sites de consommation et de production. Dans un premier temps, pas des centaines de kilomètres, ça va commencer localement, mais même localement, il y a besoin d'infrastructures. Et puis, progressivement, les choses vont se développer parce que ces acteurs, ils ont besoin de sécurité d'approvisionnement, donc ils ne veulent pas dépendre d'une seule source, et ils ont aussi besoin d'accéder à un hydrogène compétitif pour que leur process industriel soit compétitif, et pour ça, ils ont besoin de pouvoir mettre en concurrence plusieurs producteurs, et c'est justement l'intérêt d'une infrastructure, c'est de leur donner le choix en termes de coûts et de pouvoir basculer d'une source à l'autre en cas de problème pour garantir la sécurité d'approvisionnement de leur processus. Et mon dernier transparent sera pour dire ce que nous faisons, nous, GRTgaz, en matière d'hydrogène, ce qu'on a fait en 2021. Donc, une dynamique très forte sur le projet Mosaïque. Je le rappelle, ce projet, c'est un projet de conversion de 70 km de canalisations existantes qui étaient des canalisations utilisées pour le méthane, donc pour les transformer en canalisations hydrogène pur. Donc canalisations qui sont situées à la frontière entre la France et l'Allemagne, à proximité du Luxembourg. Donc sur ce projet-là, nous avons en 2021 créé un consortium européen, un GEIE européen, avec l'ensemble des partenaires, donc les partenaires gestionnaires de réseau luxembourgeois et allemands, mais aussi avec les acteurs locaux de cette future vallée de l'hydrogène, donc les producteurs en France, en Allemagne et les consommateurs qui envisagent de consommer cet hydrogène. Et donc, ce projet avance. On a entamé des discussions avec les pouvoirs publics de part et d'autre de la frontière, avec nos amis allemands, avec le gouvernement allemand, nous avec les autorités françaises au niveau national, au niveau régional, pour voir comment financer ce projet. Donc ce projet a bien progressé en 2021. Nous avons aussi inauguré et mis en service une plateforme de recherche et développement baptisée Phoenix, dont on voit une des machines sur la photo. Et donc, derrière cette plateforme, en fait, c'est un programme international pluriannuel de recherche que nous avons mis en place. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a Fluxys, il y a National Grid, il y a d'autres gestionnaires de réseau qui vont nous rejoindre également. Et qui cherchent tous, on a tous la même problématique, c'est de voir les effets de l'hydrogène sur soit les matériaux utilisés dans les canalisations, que ce soit des matériaux en acier ou des matériaux en polyéthylène, et aussi de voir les effets d'hydrogène sur des matériels. Donc cette fois-ci, matériel, ça peut être des compteurs, des robinets, et ce genre de choses. Donc on a tout un tas d'équipements qui permettent d'aller explorer ce genre de choses qui sont très utiles, évidemment, puisque nous avons tous en tête l'accueil de l'hydrogène, et notamment la conversion d'un certain nombre de nos ouvrages à l'hydrogène. Et puis, à noter aussi, en fin d'année, nous avons créé avec nos collègues espagnols de Nagaz et italiens de SNAM un consortium pour investir dans l'économie de l'hydrogène. Et ce consortium, dans la première action, a été d'investir 100 millions d'euros dans un nouveau fonds qui a été annoncé à la fin de l'année, le Clean Hydrogen Fund, lancé par Ardian et 5T, merci. Et voilà, donc une réalisation à la fois intéressante parce qu'on est entre gestionnaires de réseau et qu'on a plus de puissance à 3 et qui donc va nous permettre de suivre le développement du marché de l'hydrogène. Voilà ce que je voulais dire sur l'hydrogène. Pour conclure cette présentation, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année 2021 ? Malgré la tension sur les approvisionnements et cette situation très particulière cette année, le système gaz en 2021 a bien fonctionné. On a observé donc une hausse de la consommation de 6%, comme je l'ai expliqué, essentiellement due à un effet climatique, avec aussi un peu de reprise évidemment, mais un effet essentiellement climatique compte tenu des écarts de température entre 2020 et 2021. Un développement de la méthanisation très soutenu, au-delà de la trajectoire de la PPE, qui est vue de nous une bonne nouvelle, évidemment. L'autre bonne nouvelle, c'est que
Pour la suite, il y a ce qu'il faut et qu'on peut tout à fait, on est très, très confiant sur la capacité des différentes filières de méthane renouvelable et bas carbone de remplacer en totalité le gaz naturel à l'horizon 2050, sans même parler de l'hydrogène. Et puis, progressivement, l'apparition d'un consensus européen en France aussi, d'abord en Europe, mais aussi en France, sur les contours d'un futur marché de l'hydrogène en Europe avec les infrastructures dédiées. Donc on parle d'infrastructures 100% hydrogène qui seront nécessaires pour le bon fonctionnement de ce futur marché européen de l'hydrogène. Voilà ce qu'on pouvait dire et je suis prêt à prendre des questions qui resteraient. Merci Thierry, il n'y a plus de questions. Merci Anthony aussi, donc directeur du programme gaz renouvelable et directeur de la direction hydrogène. Donc voilà, je te laisse peut-être donner rendez-vous à tout le monde le 10 mars pour la consultation hydrogène. Voilà, merci à toutes et à tous de votre temps et de votre écoute et de votre intérêt. Et puis à bientôt, donc au 10 mars. Merci.